Et nous parlons toujours de la loi 2019-43 portant code électoral en République du Bénin. Ce nouvel instrument qui a été d'ailleurs validé par la Cour constitutionnelle. Déjà, nous allons relever les innovations qui s'y trouvent, la pertinence. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau Théodule Ronsa, journaliste. Bonsoir à vous. Bonsoir à nouveau. Bonsoir, Omiad. Félicien Roukanri, il est bien acteur politique, membre fondateur du Bloc républicain. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher ami. Merci pour la disponibilité. Sur ce plateau, je partage ce plateau avec François-Xavier Noumon, chroniqueur. Bonsoir. Bonsoir, Omiad. Oui, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Voilà. Le code électoral. Nous commençons d'abord par les différentes innovations. Il faut quand même reconnaître que ce nouveau test, c'est 207 articles pour 6 livres. Et comme vous êtes jeune, je pose la question, nous sommes tous jeunes d'ailleurs, il y avait quelques récriminations quand il s'agissait de la caution. Aujourd'hui, on a rabaissé la caution telle que l'ont voulu certains au dialogue national, au dialogue politique aussi. On est passé de 250 millions à 50 millions et 1,5 million quand il s'agit des députés. Quelle lecture vous en faites? Merci beaucoup. Je remercie, chers téléspectateurs de ETélé. Le nouveau code électoral voté hier et dont la constitutionnalité a été... C'est noté ce matin. Voilà. Découle de la déclinaison de toutes les dispositions électorales de la nouvelle loi fondamentale. Et les députés de la 8e législature ont matérialisé cela. Et les innovations, comme vous venez de le dire, on constate que de 250 millions, nous avons atterri à 50 millions. Mais il y a à ce niveau, pour les élections présidentielles, une autre caution qui est une caution de représentativité. Parce que désormais, pour être président de la République, il faut avoir le parrainage de 10% de l'ensemble des députés et des maires. Donc cela permet aujourd'hui d'avoir des candidats sérieux, bien assis au niveau de l'échiquier national et dont la représentativité n'est plus à démontrer. Donc voilà un peu ce qui s'ajoute. Quand le montant a chuté, nous avons vu que les députés ont renforcé cela pour que nous puissions avoir toujours des candidats issus des partis politiques et non des candidats qui viennent parce qu'ils ont d'argent et qui met en mal le système partisan qui est en marche dans notre pays. Très bien. Avant d'évoquer le parrainage, je voudrais toujours continuer par recueillir votre lecture de la caution, parce que tout de même, on a entendu un certain nombre d'acteurs politiques qui ont estimé que la caution devrait être revue et ces choses faites aujourd'hui. Oui, oui, je voudrais d'abord remercier les députés, remercier l'ensemble de la classe politique. Le Bénin, à travers ce qui s'est passé encore ce matin et ce soir, le Bénin a démontré que vraiment il est la lumière de la démocratie, c'est-à-dire la base même, le foyer même de la démocratie, quoi qu'on dise, parce que si on observe ce qui s'est passé tôt ce matin à l'Assemblée nationale et ce soir, c'est bien sûr la suite logique de tout ce qu'on a eu à dire au cours du dialogue politique, et ça se concrétise. C'est la volonté donc du chef de l'État, du gouvernement, d'apporter du calme dans la maison pour que tout se passe excellemment bien. Alors, en parlant de la caution, c'est vrai, il y a eu beaucoup de craintes, des bruits de bottes, etc. Par rapport à cette caution. 250 millions, les gens s'interrogeaient où est-ce que nous allons trouver, où est-ce qu'un candidat peut trouver toute cette somme, alors que ça a été évalué par rapport à la cagnotte qui doit être dépensée au cours de la campagne, les 2 milliards 5. Alors aujourd'hui, qu'on quitte 250 millions,
De 250 millions à 50 millions, 200 millions de différence, c'est assez important, c'est assez colossal. Pour la députation, de 3 millions, on est venu à 1,5 million. Je crois que là aussi, c'est important. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous n'allons plus désormais assister à des candidatures de nulle part. C'est-à-dire des gens qui sont venus de n'importe quel coin, qui se présentent et qui ont la chance de passer. Est-ce que cette baisse de caution pourrait faire dissiper certaines récriminations par rapport à la caution dans l'ancien code? Absolument, oui, Romuald, oui, c'est clair. Cette discrimination sera mise de côté. Aujourd'hui, les Béninois, les politiciens, les Béninois en général feront face à cette réalité aujourd'hui et dire que tout partira désormais des partis politiques. L'organisation, c'est les partis politiques qui détiennent l'organisation même de tout ceci, parce que n'importe qui ne peut pas se lever pour dire qu'il veut déposer les 50 millions. Même si vous déposez la caution de 50 millions, il y a l'autre question, le parrainage. On va l'évoquer, mais je voudrais recueillir l'avis de François également. 50 millions, d'autres, nous le lisons déjà, d'autres préfèrent 15 millions toujours. Oui, de toute façon, ce n'est qu'un chiffre, ce n'est qu'un montant. Et, vous ne pouvez pas espérer avoir l'unanimité autour. Mais on doit dire quand même, pour ne pas faire preuve de mauvaise foi, je pense que ceux qui pourraient trouver à redire encore sur cette baisse drastique, ce n'est pas, je pense que c'est un abattement à la hache, parce qu'on parle de 250 millions à 50 millions. C'est une baisse drastique. Je pense que ça a été simplement morcelé, donc il faudrait être de mauvaise foi pour s'attaquer encore à ce montant qui a été, comme le député, l'honorable Bagoudou l'a signalé dans le journal de 19h45 et comme notre consultant politique l'a abordé aussi à sa suite. Je pense que déjà pour moi le montant semblait, quand on disait 250 millions, ça semblait être rédhibitoire, mais n'en était rien, simplement parce qu'il s'agissait d'un tout. Puisqu'aujourd'hui, tout est fait pour qu'un candidat puisse émerger d'un parti politique, quitte au parti politique de s'arranger et pour pouvoir mettre à disposition ce montant, qui n'est encore qu'une caution. Donc il faut que ce mot est le plus important en ce qui concerne cette histoire de chiffres et de montants. Il s'agit d'une caution et au-delà d'un seuil, votre argent vous est retourné. C'est vrai qu'on peut dire après une performance. Oui, c'est pourquoi je parle de seuil après un pourcentage. C'est pourquoi je dis voilà, ça peut être un frein psychologique pour certains. Aujourd'hui, quand même, on est arrivé à un niveau où tout le monde quand même la majorité des acteurs politiques peuvent quand même se retrouver autour. Et il faut réaffirmer quand même qu'une élection présidentielle, c'est du sérieux. Ailleurs, je pense que que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, un peu partout dans toutes ces grandes démocraties, on ne permet pas à n'importe qui de se présenter parce que vous avez des moyens financiers ou parce que vous n'en avez pas. Je pense que se présenter aux élections présidentielles induit une certaine exigence au niveau de ce que vous avez comme cagnotte pour battre campagne, pour convaincre, parce que il faut investir. Ce n'est pas encourager la dispersion de sous, ce n'est pas encourager la corruption comme certains l'ont voulu faire entendre, mais une campagne coûte de l'argent, coûtera de plus en plus cher. Donc aujourd'hui nous sommes dans une organisation quand même qui permet aux partis politiques de véritablement faire face à ces coûts qui sont inhérents à une campagne électorale. Parce que le militant doit désormais quand même participer à la contribution, à la cagnotte et tout cela. Vous l'évoquiez, Félicien Roukanri, ce renforcement de ces exigences pour être candidat, surtout à la présidentielle, en fait, on est en train de parler de parrainage. C'est plus précis. On l'avait dit dans la loi modificative donc, de la Constitution du 11 décembre 1990, mais aujourd'hui c'est plus précis. 16 députés et ou maires. Il faut comment faire pour l'avoir? Est-ce que cela ne devient pas un problème ou un autre problème pour certains? Merci beaucoup. Je crois que nous parlons des élections présidentielles, et c'est-à-dire le premier des Béninois.
depuis 90, nous n'avons pas encore vu un parti présenter un candidat et le faire gagner. Aujourd'hui, le système partisan est tellement renforcé et ça permet d'avoir des partis forts et représentatifs au plan national. Si aujourd'hui, n'importe qui peut se lever et être candidat, cela ne renforce pas ce nouveau modèle que nous expérimentons et cela ne permet pas de renforcer notre démocratie. Donc, c'est pourquoi je disais au début que les députés ont été très fins dans l'élaboration ou dans le vote de ce code. Et en baissant la caution de 250 millions à 50 millions, ils ouvrent beaucoup plus la porte à plusieurs candidats. Et si on n'y prend pas garde, nous allons encore tomber dans les mêmes revers où n'importe qui peut se lever et dire qu'il est candidat. C'est pourquoi ce parrainage est la bienvenue parce que ça permet de voir la capacité de chaque candidat à aller manager, à aller négocier auprès des maires, auprès des députés et avoir leurs adhésions. N'oubliez pas que c'est des grands électeurs. Quand nous prenons un maire, c'est plusieurs militants, c'est plusieurs milliers de personnes ensemble. Un député, n'en parlons plus. Donc si vous êtes candidat et vous n'êtes pas capable de convaincre 16 maires ou 16 députés ou l'ensemble, 16 personnes, comment vous pouvez prétendre gérer tout un peuple? Et je crois que ça permet aux potentiels candidats de savoir que désormais, pour se prévaloir diriger notre pays, il faut avoir la capacité managériale qu'il faut et avoir l'adhésion nécessaire qu'il faut. Et cela réduit beaucoup plus les dépenses et réduit plus l'effort personnel qui est fait pendant les campagnes parce que déjà vous avez une assise qui ne dit pas son nom. Vous savez, vous pouvez compter sur 16 grands électeurs au minimum et vous avez les ténors qu'il faut. Donc je crois que c'est important d'aller à ce système de parrainage. C'est plus ou moins facile pour vous qui êtes du Bloc républicain par exemple, parce que vous avez des députés. Oui, aujourd'hui c'est plus facile pour nous parce que nous avons 38 députés, je crois, ou 37 au Parlement, et c'est plus facile pour nous d'avoir au niveau de notre parti les 16 que nous voulons. Et c'est l'un des... Mais est-ce que vous pensez aux autres? Nous avons, le législateur a prévu maire ou député. Et en 2020, maintenant, nous irons aux élections. Député et ou maire. Député et ou maire. En 2020, il y a les élections communales. Donc, ça fait 77 maires que nous allons élire. Et c'est important que nous ayons le nouveau code à temps pour que chaque parti puisse se mobiliser pour projeter sa stratégie afin d'avoir le minimum qu'il faut pour 2020 et pour satisfaire à cette exigence du nouveau code et à défaut d'aller à la conquête de ces élus parce que aujourd'hui nous pouvons aller négocier, aller parler avec des gens et si nous sommes bons, nous pouvons facilement avoir l'adhésion des gens qui en temps n'étaient pas de notre parti ou n'était pas partant pour nous. Très bien. Et effectivement, il évoque les prochaines échéances électorales, les communales, les municipales et les locales qui pointent à l'horizon. Et donc, que ce soit l'opposition ou que ce soit la mouvance, chacun devra se battre pour avoir tout de même des communes qui sont dirigées par les maires de leur camp, parce que l'opposition également pourrait disposer d'assez de maires pour espérer de parrainage le candidat en 2021. Oui, parce que tout part de la base, dès 2020, pour les présidentielles. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chaque parti doit pouvoir se battre, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance. Il faudra chercher à avoir une base. Et la base, c'est d'abord les quartiers et puis les arrondissements et les maires. Et donc, un maire, notre ami, quand il a dit tout à l'heure, d'abord, un chef d'arrondissement, c'est tout un monde derrière lui. Un maire, c'est tout un monde aussi. Et donc, il va falloir que chacun se batte pour avoir assez de mairies, c'est-à-dire avec soi, pour espérer parrainer, appuyer
les présidentielles qui viendront vers eux, parce qu'il faudra choisir 16, c'est-à-dire 10%, et ou maire. C'est important, c'est clair, il va falloir travailler vraiment, arriver à convaincre, parce que là, tout sera jugé sur la base des programmes. Qu'est-ce qu'il va nous offrir de nouveau par rapport à ce qu'on a vu, ou qu'est-ce qui sera fait pour, c'est-à-dire dans la continuité de ce qui se fait. C'est là la grande question. Donc chacun devra se battre pour avoir assez de maires pour pouvoir parrainer assez de candidats. Est-ce que ce n'est pas un piège pour la mouvance, parce que quand vous écoutez Félicien, oui, bon, il y a une trentaine de députés, donc on peut déjà avoir le nombre requis en termes de députés, en termes de parrains, par exemple. Est-ce que ce n'est pas un piège pour la mouvance, quand on sait que, bon, si c'est déjà acquis, bon, pourquoi se battre encore pour d'autres choses, pour les mairies? Est-ce que ce n'est pas un piège de chaque côté, non, François Xavier? Bien au contraire, je pense que c'est une exigence, parce que là, on est dans une logique d'appareil. On est dans une logique d'appareil, on est dans une logique de mot d'ordre. C'est-à-dire que si, encore une fois, c'est pour renforcer le fait qu'aujourd'hui, un président de la République doit pouvoir sortir des grands blocs, des grands partis. Alors, si vous êtes un grand parti, et vous devez pouvoir, comme Théodule vient de le souligner, vous devez pouvoir avoir une base. Donc, on va dire, si vous entrez déjà à l'Assemblée nationale, c'est que vous avez un minimum de députés. Donc, si il arrivait que vous dégagiez un candidat et que le candidat, en votre propre sein, n'arrive pas à avoir le nombre minimum d'élus, c'est que soit dans votre propre parti, il y a dissension, ça arrive. Ça, c'est un vote de défiance qui ne dit pas son nom. Ça arrive. Oui, vous voyez, dans les grandes démocraties, des députés se mettent en marge et refusent même les parrainages. En France, c'est juste une des signatures. Les députés refusent et se mettent en marge. C'est arrivé pour Hollande, c'est arrivé pour beaucoup d'autres présidents. C'est la liberté du député ou de l'élu de dire, voilà, moi je suis contre cette orientation, je suis contre le choix du parti et je me mets en marge. Ça peut arriver. Mais normalement, la bataille devrait se gérer en amont. Devrait se gérer au niveau des élections législatives, devrait se gérer au niveau des élections communales. Les maires, ils devraient, aujourd'hui, la bataille pour les mairies, les sièges dans les mairies, dans les arrondissements, les batailles seront plus exacerbées. Aujourd'hui, il y aura plus de cadeaux, parce que ça conditionne bien évidemment le choix des candidats 2021, indépendamment de l'année. Ça conditionne aujourd'hui maintenant le dossier votre candidature, le potentiel, l'éventualité pour vous de dégager un candidat qui serait éligible après coup. Donc la vraie bataille politique aujourd'hui sera délocalisée, et ce n'est peut-être pas mal, simplement parce que ça permet d'impliquer au plus près de la base, d'impliquer au niveau basique, au niveau populaire, les populations, et d'avoir déjà de jauger en temps réel le poids des partis, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas, le système est fait de telle sorte qu'il y ait le moins de possibilités, qui est le moins d'opportunités possibles aux élus de changer de camp, ce qu'on appelle la transhumance, comme ça, de gauche, de but en blanc, de changer de couleur du jour au lendemain. Aujourd'hui, quand même, les conditions sont réunies quand même pour qu'on puisse avoir une lisibilité claire dans le choix autant des partis. Mais comme on ne dit jamais en politique. On est en politique, Beaucoup de choses peuvent changer avant 2021. Il ne sera jamais étonnant, je pense que ça arrivera, que vous voyez le maire d'une grande ville choisir de se mettre en marge, et de se mettre en marge d'un grand bloc, même si ce sera difficile, parce que les conséquences seront beaucoup plus lourdes. Avant, vous pouvez vous désolidariser, vous avez vos petits sous, vous faites campagne. Aujourd'hui, si vous le faites, vous avez beaucoup plus de chances de le payer cash et de disparaître un bon moment de la scène politique. Donc aujourd'hui, quand même, les choses sont équilibrées. Mais beaucoup de choses peuvent se passer avant 2021. Oui, beaucoup de choses. En politique, tout est dynamique. Et c'est pourquoi il faut faire beaucoup attention. Et comme vous venez de le dire, ça apparaît comme un piège pour les deux blocs. Si on se mettait dans la posture de nous avons
nous avons au moins 16 députés à l'Assemblée. On peut, que ce soit le Bloc, que ce soit l'Union progressiste se met dans cette logique, rapidement les autres partis qui auront beaucoup de mairies peuvent rapidement nous damer le pion. Donc aujourd'hui, nous avons encore beaucoup plus de challenges à faire au niveau des partis représentés à l'Assemblée nationale que quiconque, parce que d'abord, personne ne va laisser le terrain libre pour souffrir demain. Donc ce serait de durs combats qui auront lieu en 2020 en termes de conquête de l'électorat, en termes d'occupation de l'espace politique. Et je crois que nous allons expérimenter. Je ne sais pas si vous imaginez cette compétition, parce que deux partis à l'Assemblée nationale, et quand vous retrouvez qu'il y a au moins 7 partis qui ne se retrouvent pas à l'Assemblée nationale, qui devront aller aux élections communales, c'est une compétition rude qui ne dit pas son nom, parce que là, 2 contre 7, bon, c'est moi qui le dis comme ça, je le dis simplement. Non, la question, sans vouloir te couper, 2 contre 7, parce que ceux qui sont à l'Assemblée nationale ne sont pas là pour se faire des cadeaux. On est en politique, donc c'est pas une fois sur le terrain, pour les municipales, c'est que les cadres sont rabattus et chacun se bat pour avoir ses sièges. Et oui, l'autre question aussi, ça dit, à l'Assemblée aujourd'hui, vous allez constater que mettre entre les deux partis, ça ne va toujours pas. La preuve, il y a une question relative à, c'est-à-dire, il y a une question sur laquelle ils ne se sont pas entendus, où l'UP est en train de défendre, je crois, je ne sais pas si mes notes sont, en tout cas, il y a une question, ça, je vais y revenir, où sur laquelle ils ne se sont pas entendus, le BR qui défend une position donnée, tandis que l'UP, jusqu'à ce matin, en tout cas, ils ne se sont pas entendus. Certainement que les choses seront claires d'ici quelques jours. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en politique, comme l'a dit le consultant, notre consultant politique tout à l'heure, la géométrie elle est variable, elle est très variable, elle évolue en politique. Et qu'est-ce qui va se passer d'ici 2020? Personne ne sait. Les jeux sont là. La politique, c'est le déplacement des pions, c'est la réflexion, déplacement des pions des jeux, c'est des jeux politiques. Il va falloir rester dans cette constance, et c'est à cela que nous allons assister pour que cette idée qu'on a de cette législative, c'est vrai qu'on n'en parle plus, c'est déjà du passé, mais quand même c'est là, caché. Il faudrait qu'on crève un peu l'abcès pour qu'on dise que d'ici là, les choses vont s'améliorer, on verra clair dans la situation politique, et puis tout va évoluer. La géométrie politique, elle est variable et très variable, et elle est dynamique. Très bien. D'autres choses, nous l'avions évoqué, c'est en droite ligne de cette modification de la Constitution du 11 décembre 1990. Nous parlons de ce poste de vice-président, nous parlons de cette discrimination positive, nous parlons bien d'autres choses qui se sont vues inscrites également dans le nouveau code électoral. Félicien Onkan. Merci beaucoup. Je crois que notre nouvelle loi fondamentale, sinon notre loi portant modification de la loi fondamentale, voilà, a envisagé la création du poste de vice-président. Cela, c'est la conséquence de l'instauration des élections générales dans notre pays. C'est parce que le Bénin n'a pas encore connu des cas de vacance de pouvoir que beaucoup ne connaissent pas l'importance de ce poste de vice-président. Aujourd'hui, tout le monde a adhéré à la chose. Il faut une année électorale pour faire toutes nos élections, et c'est prévu pour 2026. Si nous partons de cette hypothèse et les élections ont lieu en 2026, ça fait en 2031, il y aura une nouvelle élection. Si on ne le souhaite pas, il y a vacance de pouvoir, comment ça va se faire? Donc, quand il y a vacance de pouvoir, on risque de faire une nouvelle élection au cours de ce mandat de 5 ans, et qui devient un mandat d'emblée de 5 ans. Et ça bouleverse systématiquement les élections générales qui sont prévues, d'où un poste de vice-président qui, au cas de vacance de pouvoir, prend le relais et achève le mandat pour ne pas perturber l'ordre.
Donc c'est très important de créer ce nouveau poste pour toujours rester dans cette logique que les élections sont regroupées en une année. Et aussi la question des femmes, et plusieurs l'ont déjà évoqué, nous, honneur aux femmes, mais à la fin, nous ne trouvons pas les femmes dans les instants de décision. Et il faut au moins donner... Est-ce qu'on n'encourage pas les femmes à la paresse? Bon, de toute façon, nous avons 24 femmes. Aujourd'hui, ça a été... Au moins 24 voilà, femmes. au moins ça a été matérialisé et ça permettra aux femmes de se battre véritablement pour pouvoir honorer le président de la République et les députés qui ont instauré cette discrimination positive en leur faveur. C'est heureux parce que les femmes sont aujourd'hui plus de 50% de la population et créer une telle discrimination pour elles, ce n'est que justice rendue et je crois que nous allons expérimenter cette nouvelle disposition. Mais j'ai l'impression, Félicien Ongari, j'ai l'impression que cela vous favorise, vous, personnellement, pas personnellement, quand je dis vous personnellement, le bloc républicain, quand on sait que vous avez quand même beaucoup d'élus femmes, quand on va voir encore 24, bon, pas 24 pour vous seul, mais quand même, vous avez cette dynamique-là. Nous avons devancé les faits, c'est important. Bon, pour le moment, parce qu'il y a d'autres échéances. François Xavier. Non, je retiens juste que c'est une réelle avancée, même si je l'ai déjà réaffirmé sur ce plateau, idéologiquement et personnel par rapport à une commission, je ne suis pas pour, de façon principielle, pour la discrimination positive, ça ne me dit rien de bon. Mais nous avons l'obligation de reconnaître quand même que il y a beaucoup d'handicaps. Il y a beaucoup d'handicaps qui empêchent les femmes d'émerger. Pour la plupart des gens, c'est vous. Pour la plupart, bon, quand je dis vous n'êtes pas politique, mais la plupart c'est les hommes, parce que vous voulez organiser une réunion, c'est toujours la nuit, alors qu'elle doit répondre aux exigences de son foyer. C'est ce que je dis, je dis, si cette loi vient corriger les quelques inégalités qu'on remarque ici et là dans la promotion des femmes et de leur accès aux fonctions politiques et aux postes de responsabilité, je marche, d'accord, c'est une réelle avancée. Je pense que le Bénin, en faisant voter cette loi, vient de cocher toutes les cases au niveau international. Il y aura plus de... Je pense que nous allons disparaître de ces fameux rapports qui pointent, voilà, vous avez 2, 3, 4, 5, 6 par rapport à tel pays. Je pense qu'on en aura fini avec ça. Pour le poste du vice-président, je pense que ce qui serait intéressant dedans, c'est de voir au moment de la compétition, parce qu'il s'agira d'élire un tandem en réalité. Même si le poste le vice-président sera de façon institutionnelle en retrait, parce que beaucoup s'imaginent qu'il y a une concurrence. Non, le vice-président est totalement en retrait, peut-être assujetti à des fonctions de représentation honorifique, puisque le grand chancelier de l'ordre national. Oui, mais qui est là au cas où, et qui l'avantage c'est qu'il est familiarisé avec certains dossiers et on gagne du temps sur ce domaine-là, et c'est une réelle innovation, c'est une expérimentation. Puisque en démocratie, voilà, c'est toujours un parti pris. On va vers il y a une nouvelle mouture, pas entière, une révision de notre loi fondamentale. On va l'expérimenter, on jugera les preuves des faits, mais c'est une réelle innovation. Beaucoup de pays autour de nous l'ont expérimenté avec succès, on va dire, hein, au Ghana, au Nigeria, dans beaucoup d'autres pays. Donc je pense que nous sommes dans une bonne dynamique et ça devrait, disons, modifier quelque peu pour les 10-20 années à venir le visage et le rythme, la dynamique de notre vie politique. Très bien. Nous avons encore 3 minutes pour quitter ce plateau, mais je voudrais bien je voudrais recueillir votre lecture par rapport à cette restructuration observée aujourd'hui au niveau de cette organisation ou de cette structure qui s'occupe des élections. La Sénat qui se voit transformé en conseil électoral et puis direction générale des élections, deux structures qui viennent pour pouvoir donner un autre souffle à l'organisation des élections au Bénin. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que ça, c'est le génie béninois qui vient en tout cas
faire parler de lui-même à travers cette innovation. C'est vrai, au Bénin, une innovation, parce que dans d'autres pays, ils l'ont essayé. Je crois que ça permettra au système ou à cette structure d'être permanente, c'est-à-dire de vivre en permanence, parce que la Sénat, tout le monde a compris qu'il faut vraiment reformer ce qui est là. Un conseil électoral de c'est tout de même un Sénat permanent que nous avons voulu et que nous avons expérimenté. Nous expérimentons depuis 7 ans. Depuis ces 7 ans. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose, voir avec le conseil électoral de ses membres. Pas 7 ans. Depuis alors, et le conseil électoral qui sera là pour gérer l'administration, d'abord les hommes, le matériel, parce que les élections, il faut les gérer, c'est tout un dispositif, la liste électorale, tout ceci, c'est un ensemble. Moi, je crois que c'est vraiment bien, et on salue cette innovation qu'on aura expérimentée. C'est vrai qu'on n'a pas plus de précision, mais la direction générale des élections, et quand on parle de conseil électoral, on pourrait imaginer que l'autre est politique et l'autre non politique. Exactement. Les deux structures ont pour objectif d'organiser les élections de façon transparente et juste. Et l'un doit être nécessairement, quand les tests conséquents seront élaborés, l'autre sera le bras politique et l'autre sera le bras opérationnel, parce que quand on parle d'une direction générale, c'est-à-dire que ça doit être une structure ayant toute une administration jusqu'à la fin, et l'autre un conseil qui se regroupe, qui statue sur ce qui doit être fait, l'orientation qu'il faut donner à chaque élection. Et je crois que comme le vote est fait et la constitutionnalité est prouvée, le chef d'État va passer à la promulgation et les autres tests de loi vont suivre, et nous aurons avec le temps une clarification claire du rôle de chaque organes pour mieux organiser nos élections désormais. J'en fais une petite illustration. Conseil électoral, c'est comme conseil d'administration pour d'autres structures. Et direction générale des élections, c'est comme un bureau exécutif. Voilà. Vous exécutez ce qui vient. Bon, c'est moi qui le fais comme ça. Malheureusement, nous sommes au terme. Juste pour dire, je pense que ça fait aussi une architecture un peu plus légère que la grosse machine que nous traînons à chaque fois. Et je pense aussi que là, on va à l'essentiel. Et encore une fois, ces innovations sont importantes et pertinentes pour notre démocratie. Et comme toujours, et ce que les gens doivent retenir, autant on a touché à la loi fondamentale, il faut qu'on retienne quand même que la Constitution, ce n'est pas un fétiche, et qu'on doit pouvoir l'adapter à chaque temps politique et la coller à l'évolution. Donc, par rapport à ce qui a été voté dernièrement, il sera toujours temps dans quelques années aussi de faire le point et de voir si ça s'adapte toujours à la réalité de la vie politique. Donc encore une fois, pour les sceptiques qui restent, je pense qu'il y en a plus vraiment beaucoup. Il faut qu'ils intègrent que voilà, nous sommes dans une évolution dynamique et que les choses, nous devons pouvoir adapter notre architecture démocratique et politique à l'évolution de notre pays, à l'évolution des mœurs et surtout à ce que nous voulons de meilleur pour la cité que nous formons.